Parlant des généralités prises à main, la géomatique d'abord en elle-même, c'est l'ensemble des techniques de traitement informatique de données géographiques. Euh, la géomatique qui regroupe en fait les outils et méthodes permettant l'acquisition pour faciliter un bon enregistrement. Vous pourrez chaque fois mettre en mute votre micro et l'activer seulement lorsque vous voulez poser une question. La géomatique regroupe les outils et méthodes qui permettent l'acquisition, le stockage, le traitement et la diffusion des données à référence spatiale. Donc, ce qui est le plus important, c'est cet aspect-là spatial qui contient les données qui intéressent le plus dans tout ce qui est système d'information géographique. Vous pouvez disposer des données, vous pouvez disposer des informations à votre possession, mais si ces données n'ont pas toutes les informations possibles sur la référence spatiale, ça peut poser problème pour certaines analyses avec des logiciels SIG. Et le SIG qui fait partie de la géomatique, c'est un système permettant de gérer des informations localisées géographiquement. Et lorsqu'on parle d'un système, on sait tous que dans un système, il y a interaction, ça veut dire chaque composant du système est important. Lorsqu'il y a un composant qui manque, ça veut dire que le système devient en déséquilibre. Et le SIG comme système est composé de données, de logiciels, de matériel informatique, des savoir-faire, des utilisateurs. Par les données, nous avons des données qu'on peut soit acquérir sur terrain, qu'on peut récupérer à partir des archives, grâce aux images satellites. Ça peut être de type vecteur ou encore raster. Le raster, c'est tout ce qui est matriciel, donc tout ce qui est image. Et par logiciel, nous avons des logiciels payants et nous avons des logiciels open source. Parmi les logiciels payants, nous avons ArcGIS et pas mal d'autres. Et parmi les logiciels les plus connus des SIG qui sont offerts ou open source, nous avons QGIS. Et le SIG a aussi comme composant le matériel informatique, donc l'ordinateur, le scanner, et pas mal d'autres matériels du GPS. Tout ça contribue. Nous avons les savoir-faire, ça veut dire la connaissance. Et les utilisateurs, par exemple, vous et moi. Comme je l'ai dit, comme c'est un système, si l'un de ces composants manque, le système devient en déséquilibre. Vous pouvez être là, par exemple, vous êtes là en tant qu'utilisateur, vous avez votre matériel informatique qui est votre ordinateur, vous avez les logiciels ArcGIS installés sur votre ordinateur, vous pouvez aussi disposer des données, mais comme il y a des faiblesses de connaissances ou bien un problème de savoir-faire, vous êtes en difficulté de mettre en place un site. De la même façon, vous pouvez avoir les savoir-faire, le matériel et le logiciel, mais si vous ne disposez pas de données, vous serez en difficulté de mettre en place un projet SIG. Donc, c'est tous ces composants qui font en sorte que le système reste en équilibre et puis fonctionne. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui confondent directement les SIG au logiciel. Parce que QGIS, ArcGIS, ce sont des logiciels SIG, mais SIG en SL, c'est tout un système. C'est un outil maintenant qu'on matérialise via des logiciels. Donc, ça veut dire il y a des entreprises qui ont maintenant développé des logiciels SIG tels que QGIS, ArcGIS et les autres. Je disais ceci. Par habit de langage, pour beaucoup de personnes, lorsque vous allez lui parler de SIG, pour lui, il voit directement QGIS. Par habit de langage, aujourd'hui, pour beaucoup de personnes, lorsque vous leur parlez de SIG, et ils voient directement QGIS ou bien ArcGIS. Or, le SIG va au-delà de QGIS et de ArcGIS parce que QGIS et ArcGIS sont juste des logiciels qui permettent de mettre en place des SIG ou bien de faire des opérations bureau. Ça veut dire des logiciels bureau qui peuvent permettre à créer ou implémenter un SIG. Le SIG, c'est un outil qui rassemble plusieurs opérations partant de la collecte des données, traitement, visualisation ou encore mise en valeur de ces données et aussi la mise à jour. Mais maintenant, pour réaliser ces opérations-là, il y a des entreprises qui ont développé des outils tels que QGIS
ou ArcGIS des logiciels qui permet de mettre en place des opérations ou bien le processus, ce qu'on appelle un SIG, un système d'information géographique. Et parlant des données, des cycles de données utilisés, nous avons des données vecteurs et des données raster. Et le cycle est juste une représentation superposée des couches. Par exemple, lorsque vous voulez représenter une zone, vous allez décortiquer cette zone-là en plusieurs couches. Par exemple, vous pouvez avoir une couche route, une couche client, une couche bâtiment, et c'est l'ensemble de ces couches-là qui va donner la réalité de terrain. Par exemple, une zone où il y a des points de vente, des clients et des routes. Maintenant, pour représenter cette zone-là dans un site, on va représenter chaque information sous forme de couches et ces couches seront superposées pour qu'on puisse avoir l'image réelle du terrain. Comme vous pouvez voir là, ça veut dire pour avoir la réalité de cette zone, on a décortiqué les informations qui sont là en plusieurs couches. Et c'est comme ça qu'on représente une zone ou bien des données dans un système d'information géographique. Je parlais des deux types vecteurs et raster. Le vecteur, ce sont des données, ça peut être linéaire, ponctuel ou polygonal. Le raster, ce sont des données matricielles, ça peut être des images. Et là, nous avons aussi l'illustration qui représente en fait bien ce que je disais concernant le système. On voit que c'est un réseau et ce réseau est composé de tous ces éléments. Donc, nous avons le personnel, les logiciels, les données, le procédure et le matériel. Vous pouvez avoir tous ces éléments, allais-je dire, mais si vous n'avez pas de procédure, vous ne saurez pas faire quelque chose. Ça fait partie de la programmation. Le logiciel a été programmé pour fonctionner. Et si vous lui demandez ou bien l'interrogez ou vous indiquez très mal le processus, lui ne saura pas vous donner les résultats. Et à quoi sert un SIG? Vous devez savoir que le SIG permet de saisir, représenter, interroger et mettre à jour l'information géographique. Il peut notamment répondre aux questions suivantes. Par exemple, la question où, qui permet la localisation ou encore savoir l'étendue d'une zone ou bien d'un impact ou d'une situation. Grâce au SIG, on peut répondre à cette question-là de savoir où, qu'est-ce qui se passe là-bas, il y a quoi et c'est à quelle étendue. Il y a la question quoi, où on peut avoir quelles sont ou bien quelles informations on retrouve dans quelle zone. Grâce au SIG, on peut cibler une zone pour savoir c'est où et on peut savoir qu'est-ce qu'on a comme information sur cette zone-là. Il y a aussi la question comment qui traite l'analyse spatiale. Par exemple, si tel événement se produisait en tel endroit et si cet événement a un impact sur autant de distances, quelles sont les zones qui seront touchées. Donc tout ça est faisable avec le SIG. Il y a aussi la question quand qui parle de l'analyse temporelle. Toujours avec les SIG, par exemple, côté télédétection, il y a des analyses qu'on fait. On peut évaluer, par exemple, les images de deux périodes. On peut, par exemple, dire que si cette rivière peut augmenter à peut prendre autant de volume, quelles sont les zones qui seront touchées et partant des 10 dernières années, comment cette rivière a évolué et qu'est-ce qu'on peut dire des 10 prochaines années. Et là, on répond déjà à la question et si, donc ça veut dire la modélisation. Tout cela est possible avec tout cela est possible grâce au SIG. Et aujourd'hui, le SIG est dans des domaines très variés. Par exemple, la géographie, la géologie, l'écologie, beaucoup d'autres domaines utilisent ou bien recourent au système d'information géographique. Il y a aussi, concernant les données, j'avais bien que j'ai expliqué. Ici, vous avez une illustration de tout ce que j'ai dit, où on voit plusieurs couches. On voit la couche
client, route, parcelle, élévation, ça veut dire les reliefs, l'occupation du sol, et c'est l'ensemble de toutes ces couches qui forment le monde réel qui est là. Donc, avec les cycles, on prend le monde réel, mais on les représente sous forme de plusieurs couches superposables afin de bien les analyser. Et ces couches ont des grands formats. Ça peut être sous forme vecteur ou sous forme raster. Les données vecteurs, c'est défini uniquement par des coordonnées. Nous avons des données de type point, ligne et polygone. Par exemple, un site minier, selon les degrés d'échelle, peut être représenté sous forme de points. Le route, la rivière sous forme de ligne. Par exemple, la concession peut être sous forme de polygone ou autre. Et les données vecteurs, en termes de taille, ne pèsent pas trop. Et les données, par exemple, des points se définissent sur un couple de coordonnées x, y. Par contre, les lignes et polygones, c'est par les coordonnées de leur sommet. Et quant aux données raster, les données raster, ce sont des images. Et en tant qu'image, ces données sont constituées de pixels. Donc, chaque pixel contient de l'information par rapport à sa couleur, sa localisation, sa texture. C'est tout ça qui constitue l'information ou encore son altitude. Et un raster est plus caractérisé par la taille d'un pixel ou encore par sa résolution. Lorsque quelqu'un vous partage des données raster, ça peut être des modèles numériques des terrains, ça peut être des images satellites. La préoccupation qu'on a, c'est de savoir ces images ou bien cette donnée à quelle résolution. Plus la résolution est moins, par exemple, vous avez des 10 mètres, 5 mètres, 1 mètre, voire même 0,5 mètres. Là, c'est mieux parce que vous savez, avec le pixel, même avec nos photos, on peut l'expérimenter. Lorsque vous zoomez, vous continuez à zoomer une photo, à un moment, vous allez vous rendre compte que ça va se dépixeler. Ça veut dire, lorsque ça se dépixelle, ça perd la netteté et la qualité. Et cela influence aussi nos analyses lorsqu'on travaille avec des SIG et des données raster. Ça veut dire, on se demande toujours, on cherche toujours à avoir des données avec de hautes résolutions. Et lorsque vous utilisez des données, soit des modèles numériques des terrains ou des images satellites, vous avez toujours la possibilité de voir des caractéristiques afin de savoir ces données ont quelle résolution. Parlant des fonctions d'un cycle, ici, nous avons regroupé, en fait, ou bien synthétisé le 5A, qu'on appelle les 5A, ou bien les 5 principales fonctions d'un système d'information géographique. En premier lieu, nous avons l'acquisition. Au niveau de l'acquisition, cette étape permet de faire la collecte de la donnée. Et cette collecte peut se faire soit sur terrain, vous faites les terrains avec un GPS, avec un smartphone ou avec d'autres outils pour collecter les données de terrain. Vous pouvez faire la numérisation de l'existant, ça veut dire on vous fournit des archives, des anciennes cartes ou d'autres informations existantes que vous pourrez numériser. Et cela fait partie toujours de l'acquisition ou encore la collecte de la donnée. Ensuite, nous avons l'abstraction. Au niveau de l'abstraction, là, ça cadre avec le stockage et organisation de la donnée. Par exemple, ça permet à faire la structuration des données. Qu'est-ce qu'on a donné disponible, qu'on a pu abstraire, et puis comment on les organise pour mieux les exploiter. On a aussi l'analyse et l'archivage. Donc dans l'analyse, par exemple, après avoir structuré les données, on les stocke dans une base de données pour mieux les exploiter. On les analyse pour répondre à des questions ou à des demandes spécifiques. Et ensuite, nous avons l'archivage. Et dans l'archivage, ça prend en compte le stockage et la gestion de la donnée.
on l'archive parce qu'après on peut l'utiliser et surtout on peut continuer de la mettre à jour. Et au final, nous avons l'affichage parce qu'après avoir acquis des données, traiter ces données-là, ces données méritent d'être exploitées, d'être utilisées. Et là, au niveau de l'affichage, nous avons la gestion et l'utilisation de la donnée, ça veut dire l'exploration de la donnée qu'on avait collectée et traitée. Et ce cycle est continu parce qu'après, il faut toujours mettre à jour son SIG, donc l'outil SIG qu'on a mis en place. Un SIG qui n'a pas la capacité de se mettre à jour pose déjà problème parce qu'à un certain moment, ça sera inexploitable. Donc, lorsque vous développez un SIG, vous devez déjà prendre en compte tous ces aspects. Comment vous allez faire pour mettre à jour les informations. Voilà. Parlons de la cartographie traditionnelle versus cartographie numérique. C'est un support qu'on mettra aussi à votre disposition pour la lecture parce qu'on ne va pas tout lire dans la séance. En fait, vous savez, vous et moi, qu'à l'époque, avant, tout se faisait à la main. Les gens observaient des choses et puis les dessinaient et on sait tout ce qui allait avec par rapport à la fatigue lorsqu'il faut faire beaucoup de cartes ou des grandes cartes, par rapport aux incohérences parce qu'en tant qu'être humain, on a toujours nos erreurs et défauts. Et il y avait aussi un problème au niveau des stockages et partage de l'information. Nous savons que c'était pas assez facile parce que celui qui réalise sa carte en dire là dans son bureau et les autres pour accéder doivent aller vers la personne. Ce qui a changé aussi, il y avait aussi un problème au niveau actualisation des données parce que étant sur papier, pour les actualiser, il fallait faire d'autres cartes. Aujourd'hui, avec la numérisation, c'est la cartographie assistée par ordinateur où vous pouvez réaliser des cartes et mettre à jour cela facilement et surtout partager avec les autres pour faciliter la collaboration. Et cette cartographie numérique est allée même très loin avec des cartes interactives où vous pouvez même décider quelle information vous aimeriez visualiser et comment vous souhaitez la modifier. Par exemple, il y a certains consultants dans l'exploitation minière ou dans le domaine minier qui, après avoir développé des sites, par exemple, ils ont été accompagnés par notre cabinet ou bureau pour la mise en place de certains web mapping, ça veut dire de certaines cartographies web, où vous avez une cartographie interactive ou dynamique qui est disponible, où les gens peuvent accéder et où on peut continuer à mettre à jour. Donc, ce sont aujourd'hui des utilisations de tout ce qui a eu comme nouvel apport sur la cartographie. Donc voilà ce qu'on peut dire sur ces points, qui est un point introductif pour nous permettre d'avoir un peu une idée de ce qu'on appelle le système d'information géographique. Et comme j'ai dit, sur la plateforme, il y a des cours gratuits qui parlent un peu des notions théoriques sur le système d'information géographique auquel vous pourrez encore compléter vos connaissances. Partant de notre programme, nous allons chaque fois revenir ici pour voir afin de respecter les différents modules. On doit normalement, après cette introduction, faire introduire ArcGIS. Là, normalement, on procède à l'installation, prise à main, tout ça, mais vous venez de me dire que vous le disposez. Je vais d'abord... J'espère que vous avez souvent ce genre d'interface même chez vous. Lorsqu'on lance ArcGIS, on retrouve cette interface et c'est ici que tout se passe. Pour certains qui sont pas forts en anglais, ArcGIS a même des versions, on appelle ça des modules français. Donc ça veut dire lorsque vous installez ArcGIS, vous pouvez ajouter un module pour avoir ArcGIS en français. Mais sinon, même en anglais, on peut l'utiliser. Voilà, donc c'est la suite, c'est là où tout se passera. En haut, vous avez le menu. Vous avez par exemple là le menu fichier, éditer, aperçu, ainsi de suite. Et au niveau de chaque menu, vous avez des fonctions. Et ces fonctions, par exemple, là vous avez sauvegardé,
ouvrir un nouveau projet, ces fonctions sont encore reprises ici sous forme de raccourcis. Et cette interface, vous avez la possibilité de... C'est une interface modulable, donc ça veut dire que vous pouvez l'arranger selon vos goûts. Il y a beaucoup de choses qui sont dans cet outil, mais qui ne sont pas encore visibles ici parce que c'est pas actif. Et au niveau de chaque barre d'outils qui est là, si vous observez bien vers le début, vous avez des pointillés. Ces pointillés vous donnent la possibilité de changer de position. Par exemple, je peux venir ici prendre l'outil de classification, je l'amène à l'intérieur de cet espace. Je peux les récupérer, je l'amène ici. Tout comme je peux les récupérer, je l'amène de l'autre côté. Donc, c'est à moi de décider comment j'organise cette interface. Mais souvent, on laisse certaines choses pour que ça n'encombre pas l'interface, qu'on ait au moins un grand espace pour travailler. Et pour compléter d'autres outils sur cette interface, vous pouvez aller sur l'interface de la barre d'outils. Vous faites clic droit, comme ça, et vous aurez une liste de panneaux et d'outils visibles qui apparaît. Ça veut dire, tous ceux qui sont sur cette liste sont disponibles dans cet outil ArcGIS, mais ça n'apparaît pas sur cette interface parce que ces outils ne sont pas encore cochés, ne sont pas encore actifs. Par exemple, ce que j'ai déplacé ici, classification, c'est ce qui est là. On retrouve cet outil sur l'interface parce que c'est coché. Et si je décoche, vous remarquez que ça a disparu. Et si je vais remettre, je fais encore clic droit, je clique sur classification. Pareil pour ArcToolbox, je peux désinstaller cela, tout comme je peux l'installer. Donc, tout ça est faisable. Vous pouvez venir là, par exemple dans personnaliser, vous venez sur Toolbar et là vous avez tous ces outils. Par exemple, je peux prendre l'outil éditer, je coche et vous voyez que l'outil éditer s'est ajouté. Donc l'outil éditer s'est ajouté et je peux le déplacer pour l'amener par exemple là, tout comme je peux le déplacer pour l'amener de l'autre côté. Donc comme j'ai dit, tout ça dépend de comment vous voulez placer. Souvent, on place aussi plus les outils que nous utilisons le plus souvent pour avoir la facilité de les récupérer. À part la barre d'outils, ici au milieu, nous avons l'interface de visualisation, la zone de visualisation. Cette zone, c'est ici qu'apparaîtra la carte et cela représente le globe. Lorsqu'on parcourt cette zone, nous allons voir que les coordonnées vont changer parce que ça indique où on se trouve. Du côté gauche, on a la table de contenu où apparaîtra les différentes couches que nous allons importer dans notre projet et considérer comme projet une session de travail ici. Et de l'autre côté, nous avons par exemple l'ArcToolbox. ArcToolbox, c'est une boîte à outils où on retrouve beaucoup d'outils qui sont là, des algorithmes et autres outils qui peuvent être utilisés. Et nous avons aussi d'autres panneaux, par exemple là, panneau recherche. Ça nous permet à rechercher vite un outil qui se trouve, ou bien une fonction qui se trouve dans ArcGIS. Par exemple, si vous voulez réaliser des zones tampons, je peux facilement rechercher BFR. Donc, dès que je valide en tapant BFR là, ça me présente tous les outils qui concernent les tampons. Voilà. Supposons, vous avez un site minier. Et ce site se situe à un point où vous avez les coordonnées de la zone. Et on vous dit, vu les travaux qui se font plutôt dans ce site-là, l'impact de ce qui est arrivé peut atteindre une zone de 200 mètres tout autour du site.
Vous avez par exemple les coordonnées du site qui est représenté par un point. Grâce à l'outil zone tampon ici, vous pouvez déterminer cette zone-là de 200 mètres. Ça veut dire vous allez ouvrir cet outil et paramétrer pour que le logiciel vous crée, partant du point où se situe le site, qu'il crée une zone, donc ça veut dire une zone, bien un rayon, un cercle, et prendre en compte une zone de 200 mètres. Ça veut dire c'est une zone tout autour d'un point dont on peut analyser les effets ou bien l'impact. C'est ce qu'on appelle une zone tampon. Par exemple, on veut élargir la route, par exemple la route nationale chez vous, et on dit cette route-là doit être élargie de 50 mètres ou de 20 mètres tout autour. Et du coup, on dit toutes les maisons qui sont à moins de 20 mètres de la route seront démolies. Ça veut dire maintenant, cette zone-là qu'on va créer, de là où se trouve la route jusqu'à là où il y a 20 mètres de distance, toute cette zone-là, c'est ce qu'on appelle souvent des zones tampons. Donc, c'est une zone réservée, par exemple, pour un travail ou bien où l'impact d'une activité peut avoir des effets. Ou soit encore une zone qu'on réserve pour qu'il n'y ait pas des activités afin de préserver quelque chose. Donc, je disais avec cherche, on peut rechercher tout ce qui est outils qui se trouvent dans ArcGIS. Par exemple, je peux prendre l'outil Intersect. Donc, vous voyez, cet outil nous permet de générer ou bien analyser l'intersection entre deux couches. Donc, on peut avoir en tête un outil, on sait que ça se trouve dans ArcGIS, mais pour aller chercher là où ça se trouve, ça nous prend du temps. On peut venir ici, écrire le nom de l'outil pour l'avoir rapidement. Et à part ça, nous avons aussi un autre tableau ici qu'on appelle catalogue. Le catalogue, c'est là où on peut manager ou gérer nos données ou nos fichiers. Ça veut dire, vous avez des données dans votre ordinateur, vous avez des données dans la base de données, ainsi de suite. Ici, vous pouvez créer des relations avec vos dossiers pour récupérer facilement les données et l'ajouter dans votre projet. Donc, tous ces panneaux peuvent être activés, tout comme ça peut être désactivé. Si vous ne les retrouvez pas chez vous, par exemple là, je viens de les fermer, vous voyez que je ne les retrouve plus. Même ça aussi. Si vous ne les retrouvez plus, vous venez sur Windows. Et une fois que vous êtes sur Windows, vous voyez qu'ici, vous avez catalogue et recherche. Dès que vous cliquez sur catalogue, ça va le ramener là. Et vous pouvez cliquer encore sur recherche. Et ça va les ramener ici. Et là, vous les aurez directement à côté. Une fois cliqué, vous pouvez les utiliser. Pour ArcToolbox, qui est la boîte à outils, vous pouvez venir là. Et puis, vous cochez ArcToolbox afin de le voir sur l'interface. Voilà. Maintenant, pour débuter son projet dans ArcGIS, il est toujours important de bien organiser les dossiers parce qu'au début, vous commencerez avec un projet, mais après, il se peut que vous avez plusieurs projets. Afin de les retrouver facilement, vous pouvez organiser un dossier. Par exemple, ici, je vais le placer quelque part. Voilà. Donc, nous avons le dossier formation. Voilà. Et dans ces dossiers, nous avons le sous-dossier. Par exemple, là, nous avons data, tout ce qui est données. Maintenant, à partir de notre logiciel, comme on a un dossier qui existe, nous pouvons venir créer une connexion à ces dossiers-là. Et pour ça, on va utiliser le catalogue. Donc, à partir d'ici, nous pouvons venir là. On vient sur connexion au dossier. Nous allons faire clic droit, connecter au dossier. Ça va nous amener ici et nous allons aller chercher notre dossier. Voilà, nous avons notre dossier qui est la formation SIG ArcGIS et nous allons cliquer sur OK. Donc désormais,
nous avons la connexion, notre dossier ici. Si je déroule, vous allez voir qu'il n'y a qu'un seul sous-dossier qu'on avait créé, data qui est là. Et après avoir fait ça, il est toujours conseillé aussi d'enregistrer son projet. Et pour enregistrer le projet, on peut utiliser le raccourci qui est là directement, Save. Tout comme on peut venir sur Fichier, Sauvegarder. Et là, on peut placer notre projet dans notre dossier. Donc comme ça, on aura tout au même endroit. Donc, on va venir là, aller dans notre dossier. Dans Data et placer notre fichier projet là-bas. Tout comme on peut le placer aussi à l'extérieur. Ici, par exemple, notre premier projet, on va indiquer le titre ici, projet 1. Donc le premier projet qu'on va réaliser et on va valider. Et du coup, si vous remarquez ici au coin, le nom a changé, ce n'est plus inconnu, sans titre, mais plutôt projet 1. Donc tout ce qu'on va faire désormais dans cette session sera enregistré dans ce projet qui se trouve dans notre dossier.